William starts with a W. Zerbib starts with a Z. You're listening to William Zerbib Classic Rock, WDMZ. Salut à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de WDMZ Classic Rock avec un invité et pas de moindre que je vais vous présenter dans quelques secondes puisqu'on va parler de ce célébrissime club, le club des 27, et je vais vous demander de vous souvenir de ce chiffre si toutefois vous ne le connaissez pas, le club des 27, puisque c'est une question que je vais vous poser 3 fois dans l'émission pour vous faire gagner des bons de 100 € offert par spartou.com, et pour ce faire il faut m'envoyer un email williamzerbib@gmail.com en me disant quel est le chiffre qui suit ce club. Le club de quoi? Eh bien, le premier qui me répond de manière précise, c'est pas compliqué, eh bien va pouvoir gagner un bon de 100 € offert par spartou.com. Il y a des conditions particulières, mais je vous dirai tout ça parce que je le répéterai encore 2 fois pendant le courant de cette émission. Donc le club des 27, donc là maintenant, si vous ne le savez pas, c'est que je vous ai aidé quand même, avec Pierre Mikhailov. Bonjour Pierre Mikhailov. Bonjour William. Alors vous avez écrit un livre qui s'appelle Le Club des 27, vous êtes écrivain, journaliste, vous avez été chroniqueur sur RFI, Sud Radio, et puis vous avez écrit pour Gonzaï, Rolling Stone, Rock and Folk actuellement, je crois que vous continuez à travailler un peu. Oui, un petit peu aussi, ouais. D'accord. Vinyle et audio, ça c'est pour les gens comme moi. Ça. Alors ça c'est pour les gens comme vous, comme moi. Alors vous avez ici beaucoup d'ouvrages, comme une trentaine, me dit-on, sur Gainsbourg, son épouse, Téléphone, Bachung, Noir Désir. Il n'y a pas les variations, c'est dommage, peut-être un jour. Non, mais peut-être un jour, parce que c'est un groupe que j'ai beaucoup écouté aussi. On passe un petit bonjour à notre ami Marc Tobelli, qui j'espère va nous écouter, ou nous écoutera parce que vous le savez, vous pouvez écouter cette émission en podcast. Donc le Club des 27. Alors, tout le monde connaît les 6 plus célèbres membres de ce club. Mais avant, je voulais vous demander, Pierre Mikhailov, d'abord, pourquoi avoir écrit sur ce club? Parce qu'en fait, on va s'apercevoir grâce à vous, et même moi, je m'en suis aperçu, je l'ai appris grâce à vous, qu'il n'y avait pas que 6, il y en a beaucoup plus. Ben voilà, j'ai écrit sur ce club parce qu'effectivement, comme vous venez de le dire, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas que les 6 plus connus dont on va parler aujourd'hui, mais qu'à côté de ces 6 noms qui sont vraiment des icônes pop, il y a des tas de musiciens qui ont été aussi très importants dans l'histoire de la musique populaire. Et en fait, je me suis aperçu que ça raconte vraiment une histoire de la rock music sur un siècle, parce qu'on va partir de Robert Johnson, bluesman, rural, du Delta, vraiment de blues acoustique. Qui est le père du blues. Qui est le père du blues. Hein. Et j'arrête le bouquin avec un rappeur qui s'appelle Fredo Santana. Et sur un siècle, ce club des 27, ça couvre vraiment tous les courants musicaux du XXe siècle. C'est assez incroyable. Alors, les plus connus, on va les citer, évidemment. Putain, je vais vous laisser les citer, puisque vous les plus connus, écrit, c'est Brian Jones qui ouvre le club, malheureusement. Ensuite, on a Janis Joplin, Jimi Hendrix, on a Jim Morrison. Et puis on l'a cité en premier. Hein, on va s'apercevoir après, parce qu'il n'est pas très connu dans les années 60. Robert Johnson, il a juste enregistré les 78 tours. Il y a un album qui va sortir en 33 tours au début des années 60. Et tous les jeunes musiciens anglais, vraiment les gens très branchés comme Keith Richards, Eric Clapton, Brian Jones, connaissent ce disque. C'est Robert Johnson, on peut dire, qui a inspiré ce qu'on appelle le British Blues. Exactement. Et il va être beaucoup repris, des morceaux comme Sweet Home Chicago, par exemple, c'est lui. Et il est encore repris aujourd'hui. Et Eric Clapton a fait un album de reprise de Robert Johnson dans les années 2000 qui s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Donc ce pauvre musicien qui est mort dans la misère complètement inconnue, qui a été enterré, on ne sait pas trop, on n'est même pas sûr de l'endroit. On n'est même pas sûr, absolument. Voilà, aujourd'hui on vend des millions d'albums de ces chansons. C'est et incroyable. Tous les groupes aussi de blues aujourd'hui, puisque moi j'ai une émission qui s'appelle Williams Blues, qui est spécialisée dans le blues américain de Memphis, mais ça en inspire, évidemment, parce qu'après il y a eu le blues électrique. Et puis alors dans ces 6 plus connus, plus célèbres, il y a aussi plus récemment, il y a Kurt Cobain et Amy Winehouse. Voilà, et en fait, on avait un petit peu perdu l'habitude de parler du Club des 27, ça avait un petit peu disparu de la presse. C'est vrai.
Et on a ces deux icônes de la musique populaire beaucoup plus près de nous que sont Kurt Cobain et Amy Winehouse. Et là, ça va relancer un petit peu cette espèce d'intérêt journalistique pour ce club en se disant qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Est-ce qu'il y a une malédiction ? Est-ce que Alors c'est justement, un chiffre, voilà. on va en parler. Est-ce que c'est une malédiction ? Est-ce que c'est un chiffre maudit ? Mais comme c'est une émission musicale, on va commencer avec un premier titre, justement, puisqu'on parlait de Brian Jones, c'est le premier, chronologiquement le premier du Club des 27. Et c'est un titre, évidemment, de l'époque de Brian Jones. Je vous propose d'écouter des Rolling Stones, Under My Thumb. Le Club des 27 avec son auteur Pierre Mikhailov, le Club de 27, donc ils sont 27 d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant dans votre livre, cher Pierre Mikhailov, mais ils ont tous marqué à jamais l'histoire du rock et ils ont disparu à l'âge de 27 ans. D'ailleurs, on pourrait rajouter, vous le dites aussi quelque part, qu'il y en a certains qui sont morts à 26 ans ou à 28 ans. Je pense à Mike Brandt. Ouais, à Mike Brandt. Et à Otis Redding. Ouais. Mike Brandt est mort à 28 ans, Otis Redding à 26 ans. Ils sont pas loin du club, quoi. Mais ils n'en font pas partie. Alors. Je pourrais faire un prochain livre qui s'appellera Le Club des 26 ou après le Club des 28, plusieurs tomes. Alors, est-ce que c'est un chiffre maudit ? Est-ce qu'on parlait de malédiction ? Et qu'est-ce qu'on peut dire sur... Ils ont quand même pas fait exprès. Peut-être Morrison, peut-être oui. Mais... Alors, je ne sais pas si le chiffre est maudit, mais en tout cas, c'est des artistes maudits quelque part. Parce que pour la plupart, c'est des gens qui ont connu un succès énorme, qui ont été très importants pour leur public, pour leurs fans.
et qui sont tous promis un avenir magnifique, qui ont encore plein de choses à dire, et l'histoire s'arrête à 27 ans. Alors pourquoi ? Il y a des tas de raisons. Parfois, c'est un simple accident de la route. Il y a des cas très banals. Électrocution parfois sur scène, des choses assez tragiques comme ça. Ça, c'est horrible. Parce qu'un roadie n'a pas bien fait son travail, n'a pas bien relié une prise à la terre, Voilà. et l'accident arrive. Et puis, il y a ce qu'on peut appeler aussi des suicides lents, c'est-à-dire des gens qui sont accrochés désespérément à l'alcool, à l'héroïne, à des choses comme ça. C'est le cas de Brian Jones qu'on vient d'écouter, par exemple. Alors lui, c'est le cas, il est accroché à tout, là, Brian Jones. Hein. C'est un multi-récidiviste. Il aime bien le cognac, il aime bien toutes les drogues qu'il peut tester. En plus, les années 60, c'est une décennie expérimentale sur le plan des drogues. Et lui, il expérimente vraiment tout ce qui passe à sa portée. Et Alors, ce qui est extraordinaire, pardon, puisqu'on parle de Brian Jones et donc des Stones, c'est que il y en a un qui a quitté le groupe, qui s'est installé dans le sud de la France. Il y en a un qui est décédé il n'y a pas très longtemps, le plus ancien. Mais il y en a un qui continue à l'eau minérale, je crois, c'est Mick Jagger. Et Keith Richards, alors lui, il aurait pu mourir 10 fois, non ? Alors oui, il y a des gens Il y a qui ont des une extrêmes. constitution un peu extraordinaire. On peut citer Iggy Pop, Keith Richards. Oui. Et alors là, je pense que c'est une énigme que la science étudiera un jour. Un jour, pourquoi Keith Richards est toujours parmi nous. Et Mick Jagger, alors lui, il a abandonné les drogues très, 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 très vite. Ah, quoi. lui, il a eu l'intelligence de comprendre assez vite que s'il voulait durer et continuer à courir sur des scènes qui font 200 mètres de long et chanter pendant 2 heures, il fallait un petit peu lever Et le il pied. continue, hein, si je me Et trompe il pas. continue. Et je l'ai encore vu l'année dernière. Et sur scène, ça reste C'est fou parce qu'il approche des 80 ans là bientôt. Il a 79, ouais. mais délirant. ça se voit pas quand il est sur scène. C'est délirant. Donc Brian Jones, c'est le premier de la liste, on va dire. Est-ce qu'on peut parler donc de panthéon du rock ? Ouais, quelque part, oui, il y a vraiment ça. Hein. Je veux dire, si on ouvrait un panthéon du rock un jour, tous les artistes de ce livre seraient dans ce panthéon, effectivement. Hein. Ils sont tous marqués le rock, ils ont tous apporté quelque chose, une petite pierre à l'édifice. Et Brian Jones, il ne faut pas oublier que c'est le fondateur des Rolling Stones. Absolument. Et que le drame de sa vie, c'est que finalement, au départ, c'est le leader du groupe. Et petit à petit, le leadership va tomber entre les mains de Keith Richards et de Mick Jagger. Et à mon avis, ça a dû l'affecter quand même. Complètement. En plus de ça, il n'y a pas que le leadership du groupe qui perd. Il y a aussi sa fiancée, Anita Pallenberg, Oui, Anita, qui lui est chez Keith Richards. qui lui est soufflée par son ami, entre C'est guillemets, horrible. Keith Richards. Donc ce pauvre Brian Jones, il a quand même beaucoup de... Il y a toujours des histoires de fesses. Dans le rock'n'roll, c'est connu. Puis d'ailleurs, je l'ai raconté ici, du côté de Jim Morrison aussi, pas loin, avec la fameuse paella, Courson. Mais bon, c'est un club maudit, c'est un club dont finalement certains n'auraient pas voulu participer quand même, en faire partie. Totalement, je pense que c'est le dernier club dont on a envie de faire partie. Parlez-moi évidemment. par exemple il fait partie du club de 27, il n'est pas connu d'Alan Wilson, le guitariste de Kenneth Heat. Alors, Alan Wilson, c'est particulier parce que dans ce club, on a l'impression qu'il y a des gens qui en ont marre, ils sont très jeunes, hein, ils ont 27 ans, mais on a l'impression que certains sont déjà au bout du rouleau, ont déjà fait le tout vécu dans l'expérience, dans leur vie, toutes les expériences possibles, et qu'ils ne peuvent plus. Et Alan Wilson, c'est un peu son cas. À la fin de sa vie, il est très déprimé. On rappelle que c'est le guitariste de Kenneth Heat, qui a été à Woodstock et qui était extrêmement populaire dans les années 60 et 70. Et lui, en fait, il était très, très, très amoureux de la nature, et il était vraiment un écologiste avant l'heure. Et il était déprimé parce qu'il sentait que la nature était de plus en plus polluée. Et ça l'affectait énormément. Et sur les derniers mois de sa vie, il était très déprimé. Et quelque part, ça a à peine surpris ses copains dans le groupe d'apprendre sa mort. En fait, il partait jouer en Europe. Ils partent en avance. Lui était en retard, ne prend pas l'avion. Ça lui arrivait souvent d'arriver en retard au concert. Donc, ils ne sont pas plus surpris que ça. Et le lendemain, ils apprennent sa mort. Il dormait au pied d'un arbre, comme ça lui arrivait souvent, en pleine nature. Et quelque part, c'est une forme de suicide aussi. Alors, on va pas écouter Alan Wilson, bien que j'aurais pu mettre Kenneth Heat. J'adore ce groupe, évidemment. C'est un groupe qui a bercé mes années 70. Mais on va parler après de la célébrissime. Il y en a que 2 femmes. Parmi elles, c'est Janis Joplin. Et là, ce que je propose d'écouter, cher Pierre Mikhaïlov, je rappelle que vous avez écrit ce club, le Club des 27, aux éditions Larousse, quand même, on va le citer, que vous écrivez d'ailleurs dans
c'est un journal, vinyle. Alors, ouais, vinyle et audio. 2 mots sur ce groupe, parce que je ne le connais pas. Donc, pour ma formation personnelle. Alors ça, c'est un journal qui va vous intéresser. C'est un journal papier ou c'est un journal papier, un bimestriel. Alors que, comme son nom l'indique, ça parle beaucoup de vinyle, parce que le rédacteur en chef, qui est Christian Hodlin, oui. Voilà, Christian Hodlin, le fameux. D'accord, le fameux. Et donc, il s'est aperçu qu'il y avait un intérêt, un retour du vinyle. Beaucoup de gens se remettent à acheter du vinyle, à racheter des platines. Moi, j'en ai de mon époque. Hein. Et moi aussi. Toujours regardé. Et moi aussi. Et donc l'idée, c'était d'allier les 2 plaisirs, c'est-à-dire le plaisir du vinyle et le plaisir de la haute fidélité. Et c'est une revue où on parle des deux. C'est 50% matériel hi-fi, audiophile, et 50% nouveautés de vinyle, interviews de musiciens. Voilà. En couverture du dernier, par exemple, il y a Bernard Lavillier qui nous a accordé une interview exclusive. Enfin, voilà, il y a plein de choses à dire. Vous savez, ça n'a rien à voir avec l'émission, mais c'est pas grave. Puisqu'on parle de vinyle, ça fera peut-être plaisir à Christian Hodlin. J'ai mon album préféré des Stones, le Sticky Fingers, qui est sorti en 72, ou 71, 72, je ne sais plus. Eh bien, je l'ai dans les 3 versions. Sortie britannique, sortie américaine, avec la zip d'Andy Warhol, et sortie française. J'ai les 3 sorties de l'époque. Américaine, française et anglaise. Alors, il vous en manque une. Ah, laquelle c'est? Alors, c'est la version espagnole. Ah non, je ne l'ai pas celle-là. Parce que elle est peut-être plus rare. Voilà, parce que sous Franco, la censure ne voulait pas qu'on voit de braguette sur la pochette. Ça m'étonne pas. Oui. Et ils ont eu l'idée de prendre une boîte de conserve avec des doigts coupés sanguinolents qui sortent de la boîte de conserve. Et pour la censure franquiste, c'était moins choquant de montrer une main coupée sortant d'une boîte de conserve qu'une il braguette. avait l'habitude de couper les mains, Franco. C'est et oui, ça. Et oui. Ah ben je l'ai pas celui-là. Mais il va falloir que je le recherche. Un achat à faire. Voilà. Alors maintenant on va écouter donc Janis Joplin avec Tom Jones, parce que j'adore cette version, c'est Raise Your Hand et ça déménage. If you ever need something, oh, that you never, ever, ever had, and I know you never had. Oh, honey, don't you just sit there crying, or just sit there feeling bad. No, 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 you better get up, and don't you understand, and raise your hand. I said raise your hand. You know I'm standing above. I want you to give me all your love. So come on, open up your heart. Yeah, please let me try. You better be good, baby, understand. No, no, no. Raise your hand. Oh, what if you ever feel you're not worthy, baby? Honey, now don't you think you should? I said I want you to give it to me one time. But don't I know, no, you would. You better be good, don't you understand? Raise your hand. I said I wanna see it in the eye. You know I'm standing above. I want you to give me all your love. Oh, please open up your big heart and let me try.
deux artistes extraordinaires, donc Janis Joplin et Tom Jones. Alors, Tom Jones, comme on dirait ici, on va lui souhaiter de vivre jusqu'à 120 ans. Il fait partie du club des 80, lui, je crois. Et Janis Joplin, donc, qui est mon égérie, on va dire, parce que, j'ai suivi toute sa carrière et je pense que c'est elle que j'ai pu apercevoir à Woodstock, mais c'est une autre histoire, je l'ai déjà raconté 10 fois. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Janis Joplin? Il y a deux femmes dans le club des 27, deux femmes célèbres, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, c'est Janis Joplin et Amy Winehouse. Sur Janis Joplin. Janis Joplin, c'est une jeune fille qui grandit au Texas et qui est complètement à contre-courant de son milieu social. Voilà. Elle est dans une école où elle se sent complètement inadaptée, où les jeunes gens s'intéressent au baseball, à tout ce qui intéresse les teenagers américains. De l'époque, et qui, elle, ne l'intéresse pas du tout. Elle s'intéresse à trois choses, à la peinture, à la littérature et au blues. Alors le blues, elle est la seule de son école à connaître cette musique et à s'y intéresser. Elle se sent très vite rejetée et donc, quelque part, elle a vraiment tout ce qu'il faut en elle pour devenir une interprète de blues, parce qu'elle a cette espèce de spleen qui lui colle à la peau depuis l'adolescence et qui va l'amener très vite à faire des fugues, à essayer de fuir son milieu social, à partir à San Francisco. Parce que très vite, elle se retrouve à Haight-Ashbury, dans le fameux coin des deux grandes avenues de San Francisco qui était le paradis des hippies. Voilà, et là, elle rencontre tous les musiciens de la baie de San Francisco qui sont encore inconnus et qui découvrent en elle cette petite bonne femme là, qui vient du Texas, qui ressemble à rien, une voix magnifique et une voix incroyable pour chanter le blues. Et elle va commencer à jouer elle va jouer très tôt avec Jorma Kaukonen, qui va plus tard faire partie du Jefferson Airplane. Absolument. Et on va retrouver des années plus tard une petite bande magnétique qu'avaient enregistré Kaukonen et Janis Joplin, qui est ressortie aujourd'hui en CD, où elle est toute jeune et elle chante des blues accompagnée par Jorma Kaukonen. Et donc voilà, Janis Joplin, c'est quelqu'un qui n'avait rien pour être une artiste par rapport à son milieu social et qui va, par la puissance de sa voix, s'imposer comme une grande chanteuse de blues. Et alors pourquoi elle s'est quand même pas suicidée aussi? Elle fait partie de celles qui étaient dans ce tempo suicidaire ou pas? Alors en fait, comme elle a toujours été mal dans sa peau. Quand elle était au lycée, il y avait un concours débile qui consistait à élire le garçon le plus moche du campus. Et la fille la plus moche. Elle a été élue le garçon le plus moche du campus. Donc ça n'aide pas à avoir une bonne image de soi-même. Et donc elle avait cette espèce de blessure en elle depuis toujours, et que le succès n'a rien fait pour guérir. Et le seul échappatoire qu'elle avait, parce qu'elle avait des problèmes relationnels très compliqués. Elle était partie au Brésil avec un mec pendant un an ou deux, je sais plus. Qui était prêt à l'épouser, sauf que lui, il prenait pas d'héroïne, et le deal qui lui avait proposé, c'est: tu arrêtes l'héroïne et puis tu arrêtes tes relations extra-conjugales, parce que j'ai vraiment envie qu'on soit ensemble. Et elle avait dit: non, ça c'est pas possible, je t'aime, mais c'est pas possible. Et en fait, Janis Joplin a dit quelques semaines avant sa mort qu'elle était d'une grande famille texane de pionniers du Texas, qui étaient tous morts à 100 ans, et elle pensait qu'elle pouvait passer entre les gouttes et elle se croyait quelque part indestructible. Et sauf que non. Sauf que non, et je trouve que non, parce qu'elle fait partie du club des 27, ce livre, d'ailleurs avec une iconographie extraordinaire. Il y a des magnifiques photos. Comment vous avez sélectionné et trouvé ces photos? Alors en fait, il y a 400 photos, et alors là, c'est le boulot de Larousse, qui a une iconographe qui a fait ses recherches d'images, et effectivement, elle a retrouvé plein de choses, même des photos rares en plus. Puis des pochettes de disques, des tickets de concert, des affiches. Il y a de magnifiques photos. Donc c'est quand même un club dont on se dit que finalement, si je voudrais paraphraser Alice Cooper, je le paraphrase tout de suite, c'est: aucun d'entre nous n'avait prévu de vivre au-delà des 30 ans quand même. Donc lui, il est encore là. En tout cas. Il est encore. Alors en fait, je sais pas si, peut-être qu'il exagère un petit peu en disant ça, mais c'est sûr que je pense pas que les musiciens des années 60 pensaient faire encore du rock à 50, à 60 ou à 70 ans. Ils pensaient tous qu'ils allaient faire un disque ou deux, et puis qu'après le succès disparaîtrait, qu'on les oublierait et qu'ils reprendraient un boulot entre guillemets normal. Donc oui, il y avait ce côté, une sorte de mythe de la jeunesse. Et on pense, quand on a 20 ans et qu'on fait du rock'n'roll et qu'on a plein de succès, on pense pas à vieillir, on pense pas à la mort. Il y a toujours cette idée qu'on est indestructible. Et puis surtout, on s'aperçoit quand même qu'ils sont dans un environnement
où il y a beaucoup de cigarettes illicites, de Ouais, produits ouais. illicites, et puis il y a une concurrence énorme quand même. Ils brûlent toute leur vie, puisqu'il y a tellement de concurrence qu'il faut être les premiers partout, il faut être présent partout. Mais il y en a qui s'en sont sortis quand même. Et tout le monde ne fait pas partie des groupes de 27, mais il y a beaucoup effectivement, de groupes de rock de cette époque, des années 60-70, qui ont disparu sans pourtant être morts. Hein, mais voilà. Il faut aussi rappeler que c'est une époque où les groupes sortent 2 albums par an. Oui. Et le reste du temps, ils sont sur la route. Donc ça n'arrête pas. Et en fait, les maisons de disques mettent une pression énorme sur les musiciens à l'époque. Parce que toutes les maisons de disques, quelque part, le savent, qu'un succès est éphémère. À part quelques cas extraordinaires, comme les Who, comme les Beatles, comme les Rolling Stones, dont on se souvient encore aujourd'hui, beaucoup de ces groupes ont un succès éphémère. Tout à l'heure, vous disiez, est-ce que vous vous rappelez de Kennedy ? C'est vrai que beaucoup de gens ont oublié, alors que c'était énorme dans les années 70. Donc pendant que le groupe a du succès, les maisons de disques leur mettent une pression énorme. Et là, un des moyens d'échapper à cette pression, pour beaucoup de musiciens, c'est des échappatoires comme l'alcool, comme la drogue, comme toutes ces choses chimiques. Surtout que ça tournait beaucoup dans ces années-là. Hein. Voilà, mais c'est un milieu très, on va dire... il y a plein de dealers, en fait, il y a plein de parasites qui tournent autour des musiciens. Il y a toute une cour. Il n'y a pas que les groupies, il y a aussi beaucoup de dealers. Et donc, en plus, je parlais de cette concurrence phénoménale parce que donc, quand on voit l'invasion britannique, du British Pop, puis après l'invasion des groupes américains, on parlait off-record de Woodstock, évidemment, et quand je me souviens de la liste de groupes qu'il y avait, qu'ils avaient réservé, booké pour ce festival, c'était phénoménal. Tout le monde était là. Il y a tout le monde, à part les Beatles et les Stones, il y a tout le monde. Ouais. Stones qui, d'ailleurs, quelques temps après, ont mal fini, j'ai envie de dire, à Altamont. Mais ça, c'était une autre histoire. Alors, ce que je voudrais que l'on écoute maintenant, eh bien, c'est un des derniers du groupe. Je l'ai quand même sélectionné maintenant, vous m'en parlerez, parce que lui, je le connais moins, parce que c'est moins mon époque. Enfin, c'est quand même un groupe extraordinaire. Kurt Cobain, le fameux groupe Nirvana. Là, on va écouter un de leurs titres, c'est un standard, c'est Smells Like Teen Spirit. Nirvana, Kurt Cobain. Load up on guns, bring your friends.
Kurt Cobain, Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Et Kurt Cobain fait partie du Club D. Ben, c'est vous qui allez me le dire, puisque je suis avec l'auteur du livre Le Club D, mais je ne dirai pas le chiffre, qui s'appelle Pierre Mikhailov, aux éditions Larousse. Le Club D, ben, vous allez pouvoir me le dire. Si vous voulez gagner un bon Spartoo de 100 €, eh bien, vous m'envoyez un email, williamzarbib@gmail.com, williamzarbib@gmail.com, et vous me dites quel est... Il y a un chiffre après, hein. Le Club de quoi? Le Club D. Eh bien, vous m'envoyez donc la réponse. Le premier qui m'aura donné la bonne réponse gagnera un bon de 100 € chez Spartoo. Et pour cela, je vous dirais, il y a toute une marche à suivre. C'est normal, il y a des conditions particulières. Kurt Cobain, monsieur Pierre Mikhailov. Oui, monsieur William Zerbib. Alors, on va pas dire le nombre du Club des... Voilà, mais il en fait partie. Et qu'est-ce que vous pouvez dire sur Kurt Cobain? Alors, j'avoue que comme il est un peu plus jeune que moi, enfin, il était... je connais pas bien ce groupe. Alors, oui, Nirvana, c'est un groupe important parce qu'on est dans les années... De Seattle, je crois. De Seattle, exactement. Alors, c'est un groupe qui commence à la fin des années 80, et la fin des années 80, c'est une époque où on n'écoute plus tellement de rock à guitare, hein, on écoute du rap, synthé, on écoute de la musique électronique, hein, on est vraiment en pleine période électro. Et voilà, de Seattle, il y a une sorte de scène qui est en train de naître, de jeunes gens qui ont écouté les Sex Pistols dans leur adolescence et qui ont envie d'un retour au son électrique, aux guitares, et on va appeler ce mouvement le grunge. Hein, grunge. Voilà. Et Nirvana, c'est vraiment le groupe étendard, le porte-étendard de ce mouvement. Et leur leader est donc Kurt Cobain, qui est une sorte de songwriter un peu autodidacte, un peu miraculeux, puisqu'il a passé son enfance entre différents foyers, hein. Ses parents étaient séparés, parfois il habitait dans une caravane avec son père, parfois il revenait un peu vers sa mère quand sa mère le supportait, enfin une enfance vraiment très difficile, où parfois il habitait chez un oncle, chez une grand-mère, enfin vraiment une enfance un peu écartelée dans une famille vraiment compliquée, et avec dans sa généalogie des cas de suicide, hein, des oncles, des grands-parents qui sont suicidés. Il était mal barré, quoi. Voilà, une famille très très compliquée, une généalogie très compliquée, et donc ce garçon, toute sa vie aura des tas de problèmes à la fois physiques et psychologiques, des douleurs à la fois vraies et imaginaires, qu'il traitera à sa manière en prenant différentes drogues. Et toujours tout au long, ça se sent dans sa musique, hein. Quand on écoute sa musique, il y a toujours un côté très triste, très très accord mineur dans la musique de Nirvana, même si c'est un rock très puissant. On sent il parle de sa détresse avant toute chose. Et donc vous pensez qu'il s'est suicidé justement à 27 ans? Ah là, c'est pas qu'on pense, c'est que oui, il a laissé un mot. Non, c'est carrément, il a décidé l'âge de 27 ans et volontairement. Alors non, je pense pas qu'il soit allé jusque-là pour... C'est un peu ça ma question. Je pense pas qu'il ait fait ça pour rentrer dans mon livre. Non, peut-être pas dans le livre, mais dans le club. Non, je pense pas. Mais par contre, ça, quand il est mort, sa mère a dit un truc étrange. Elle a dit je t'avais dit, Kurt, de ne pas rejoindre ce foutu club. Ah voilà. Donc sa mère avait ça en tête, ouais. Alors on sait pas si elle parlait... Il s'est flingué, je crois. Il s'est flingué, ouais, dans une serre, dans une de ses maisons. Ouais. Kurt Cobain, qui fait partie du Club des 27, un livre de Pierre Mikhailov et aux éditions Larousse, avec des magnifiques photos. Je voudrais que l'on parle également d'un personnage qui est important, mais qui a été musicien au départ, et qui fait partie de ce club. C'est le peintre Basquiat, donc antillais d'origine. Ou peut-être pas d'origine, antillais tout court. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'il fait dans ce bouquin? Alors, Jean-Michel Basquiat, en fait, c'est un artiste new-yorkais des années 80, un peintre. C'est ça. Mais il faut se rappeler qu'au début des années 80, à New York, le truc le plus branché, c'est pas de faire de la vidéo, de la peinture, du cinéma, que sais-je, ou d'écrire. Le truc le plus branché, c'est le rock à New York au début des années 80. Le CBGB à l'époque. Le CBGB. J'ai visité. En plus, voilà. Qui est aujourd'hui un magasin de vêtements. Voilà. Malheureusement, oui. Mais à l'époque, il était Mais à l'époque, oui, c'était pas le cas. Et donc le truc. New York Dolls, je crois que j'avais vu là-bas. Waouh. Oui. Et donc le truc vraiment le plus branché à New York dans les années 80, c'est de faire de la musique, même si à côté de ça, on fait de la vidéo, de la peinture et autres. Et c'est le cas de Jean-Michel Basquiat. Et qui on trouve dans son groupe, on trouve aussi Vincent Gallo, qui sera plus tard un acteur, un réalisateur. Donc voilà, dans le melting pot culturel de New York, ça fait partie de l'apprentissage normal de faire un groupe à un moment ou à un autre. Et d'ailleurs, c'était pas mal du tout musicalement ce que Basquiat a fait. Et il va exploser après en tant que peintre, bien sûr. Et surtout, il va exploser
il va exploser en tant que peintre noir, alors que dans l'art contemporain, dans les années 80, il y a encore très peu d'artistes noirs exposés dans les galeries. Il Non, sera puis alors, vraiment un et des puis précurseurs. c'était un concurrent, entre guillemets, d'Andy Warhol, non plus ou Voilà. moins. Alors en fait, ils vont avoir au départ un rapport d'amitié. Warhol va le prendre sous sa coupe et puis au fur et à mesure, la notoriété de Basquiat va monter et va même dépasser celle de Warhol. Et au bout d'un moment, on va appeler Warhol un petit peu le clown de Basquiat ou Oula. le Ça n'a pas pantin. dû lui faire plaisir, à mon avis. Pas tellement. Et donc après, il y aura un grand froid sur leur relation, mais ils ont été très amis à une époque, ouais. Eh bien, il fait partie du célèbre club, le club des 27, donc avec beaucoup d'autres, hein, parce que l'intérêt de ce livre, c'est bien évidemment la partie iconographique, les histoires, les portraits que vous faites de tous ces artistes, mais c'est qu'il y en a plein d'autres, quoi. Il y en a 27 en fait, peut-être même plus, mais enfin vous en avez Ouais, j'en sélectionné. ai choisi 27 qui me paraissaient les plus intéressants, ouais, absolument. Alors, on va continuer avec la prochaine. Je ne sais pas pourquoi j'aurais pu faire ça de manière chronologique, de leur mort. Hein. Eh ben non, là on va écouter la dernière du club, si je puis dire, c'est Amy Winehouse. Et de cet artiste, on va écouter You Know I'm No Good. Eh oui, Amy Winehouse. Meet you downstairs in the bar and heard your rolled up sleeves in your skull t-shirt. You say, what did you do with him today? And sniff me out like I
Amy Winehouse, You Know I'm No Good, j'ai même pas noté le nom de l'album. Bon, 2 mots sur Amy Winehouse, même 3 ou 4. Bah oui. C'est la dernière je dirais, de cette liste terrible. Alors, c'est pas tout à fait la dernière, parce que malheureusement, il y a eu d'autres Ah bon, membres il y en a du club encore, plus ok, tard. d'accord, ok. Mais non, mais on va On va dire la dernière femme, alors peut-être. Voilà. Non, on va dire plus de 2 ou 3 mots sur l'immense Amy Bien sûr. Winehouse. Bah, c'est aussi une voix incroyable parce qu'elle chante. Sa culture est complètement rhythm and blues. Hein. Elle passait son temps dans un pub près de chez elle où elle aimait aller, où elle arrêtait pas de mettre sur le jukebox des vieux tubes Tamla Motown ou alors des girls group new-yorkais des années 60. Donc c'est vraiment la musique qui la porte. Et elle chante. Quand on l'écoute chanter, on a l'impression d'entendre une chanteuse de jazz noir C'est vrai, de absolument. 50 ans Billie qui a Holiday, vécu, voilà, éventuellement. Billie Holiday, des genres de personnes comme ça qui ont un vécu incroyable, alors que c'est une petite anglaise comme ça qui a une vingtaine d'années. Mais c'est vrai que dans sa vie, elle a accumulé tellement on va dire de malheurs qu'elle a souvent elle-même provoqué qu'elle a la voix pour chanter le blues parce que sa vie est vraiment blues. Et surtout, c'est les mêmes démons, l'alcool, la drogue, Alors ouais, on va dire que le premier la démon... solitude, je ne sais Ouais, la solitude. Et le premier démon d'Amy Winehouse, en fait, c'est la gloire. C'est une petite fille qui rêve de gloire. Elle va demander à sa mère de l'inscrire dans une école qui ressemble un petit peu à l'école Fame, Oui. qu'on a vu dans ce film des années 80, où on apprend à danser, on apprend la comédie, on apprend un petit peu à chanter et tout ça. Et donc, au début, elle ne sait pas comment, mais elle veut être célèbre. Son but, c'est d'être célèbre et elle va y arriver. Et quand elle découvre la musique, c'est immédiatement le jazz et le blues qui la passionnent, ce qui est complètement à contre-courant de ce qu'écoute sa génération. Hein. On est à une époque où tous les gamins écoutent du hip-hop. Oui. Et elle, non, c'est tout directement le jazz et le blues. Et sa musique, quand on écoute ses disques, on a l'impression d'écouter les disques enregistrés dans les années 60. Absolument, 33 tours, même. Voilà, des 33 tours des 60s. Donc voilà, c'est vraiment un phénomène, Amy Winehouse. Mais un phénomène tragique parce que à côté de son succès qui est immédiat dès qu'elle sort un premier album, parce qu'elle est tout de suite repérée par des producteurs, dès l'instant où des gens commencent à entendre sa voix parce qu'elle se produit dans des petits clubs, elle est immédiatement signée, elle est immédiatement managée par des plus grands managers londoniens et le succès est immédiat, en tout cas en Grande-Bretagne. Après, elle aurait pu avoir un succès aux États-Unis, mais comme elle va être condamnée pour des histoires de drogue, elle n'aura pas de permis de travail aux États-Unis, mais si elle avait eu, disons, une vie un peu plus sage, elle aurait été énorme aux États-Unis aussi. Donc elle était vouée, comme les autres, à partir à cet âge-là, à 27 ans. Ouais, quoi. à partir en vrille, à partir dans le décor. Parce qu'elle Là a, encore, ouais. c'est une espèce de forme de suicide quelque part. Ouais, mais c'est quelqu'un qui n'est pas capable qui n'a pas les clés pour gérer sa propre vie, gérer sa propre existence. Elle a aussi, on en parlait un petit peu hors antenne, elle a aussi tendance à tomber amoureuse de garçons qui ne l'attirent pas forcément vers le haut. Hein. En général, elle tombe sur des Encore plus déglingué qu'elle, quoi. des gros camés, des gros junkies Malheureuse. qui sont peut-être avec elle, peut-être parce qu'elle a du succès et beaucoup Oui, d'argent ou pour de acheter l'argent, de la drogue. Donc c'est pas elle a cet entourage qui est plutôt Qui va pas l'aider, maléfique, qui va pas l'aider, qui est plutôt ouais. maléfique. Ouais. Et toxique. Et toxique, Amy Winehouse, donc, qui fait partie du club des 27. Et dans ce livre de Pierre Mikhailov, qui est mon invité dans WDMZ Classic Rock, eh bien, il y a 27 artistes. Peut-être 2 mots sur Rock McKernan, qui est le co-créateur de Grateful Dead. Ça, c'est ce qui m'intéresse à titre personnel. Parce que Ouais, alors, en fait, c'est encore un Californien qui très tôt s'intéresse au blues, au rhythm and blues. C'est un grand fan de James Brown et qui va rencontrer Jerry Garcia. oui, le fameux. Voilà, guitariste du Grateful Dead, et qui décide de monter un groupe. Alors au début c'est un peu folk, et puis au fur et à mesure des musiciens s'adjoignent à eux, parce que rien n'est prémédité hein, dans la scène musicale de San Francisco. Au début c'est le folk, petit à petit l'électricité arrive et on commence à monter des groupes, et tout le monde se connaît. Par exemple, le Grateful Dead est très ami avec le groupe de Janis Joplin. Il va être d'ailleurs Big Brother and the Holding Company. Exactement. Bravo. Et donc il va même être amant pendant un temps avec Janis Joplin. Oui, absolument. Donc voilà, c'est vraiment une scène musicale consanguine où tout le monde se connaît, tout le monde joue avec tout le monde. Et alors c'est un organiste, mais il est pas
il est pas tellement d'accord avec l'évolution musicale que va prendre le Grateful Dead, parce que lui, c'est vraiment un fan de blues. Et le Grateful Dead va devenir, au fur et à mesure, de plus en plus expérimental. Et on va lui reprocher de ne pas être assez sérieux, de ne pas assez travailler ses gammes. Et il va être petit à petit, un peu comme Brian Jones dans les Rolling Stones, il va être un petit peu poussé à l'écart. Voilà. Et il va avoir des problèmes de santé. Et dans ses derniers jours, il va s'isoler complètement. Ses amis du groupe veulent venir le voir et il leur dit non, je n'ai pas envie que vous me voyiez dans cet état-là. Je veux partir tout seul et que vous gardiez de moi une bonne image. Et on va le retrouver quelques jours après sa mort la propriétaire de son appartement qui va le retrouver mort. Et Jerry Garcia dira que après son enterrement, il dira quelques mots. Il dira que pour lui, le Dead ne sera plus jamais vraiment le Grateful Dead sans lui. Parce que malgré tout, même si c'était pas un super musicien, il faisait vraiment partie de l'âme du groupe. L'âme du groupe, donc l'âme du Grateful Dead. Alors, on continue un peu en musique, alors avec peut-être le célébrissime Jimi Hendrix. Vous nous direz beaucoup de choses sur lui. Il fait partie, c'est un des premiers qui fait partie du club des 27, j'ai envie de dire, malheureusement quand même. Et Jimi Hendrix, que l'on va écouter en live, c'était en 1970 à Hawaï, à Maui. On va l'écouter dans le célébrissime Voodoo Child. To make an island, not even raised under the banner. Yeah, baby, but I'm a good child. Lord, oh, I'm a good child, man. Bon, le morceau est très important parce qu'il est encore plus long. Je le disais, c'est en live à Hawaï. Il y a eu un film qui a été fait, un documentaire là-dessus. Jimi Hendrix, alors là on peut dire quelques mots quand même. Ouais, on peut dire plein de choses sur Jimi Hendrix. Et quand on l'écoute, on comprend que c'est une musique qui n'aurait pas pu naître à une autre époque. C'est vraiment la bande-son des années 60 aux États-Unis. Une époque
très chaotique. On est en pleine guerre du Vietnam. Il y a des tas de jeunes GI qui se font descendre au Vietnam, qui n'ont rien demandé, qui se retrouvent avec un M16 dans les mains à tirer sur des gens sans savoir Absolument. pourquoi. Il y a les émeutes de Watts, il y a des tas d'émeutes d'étudiants Chicago. qui sont à Chicago, qui sont réprimandés par La police, par les armes. les gardes nationaux. Absolument. Voilà, donc et la musique de Jimi Hendrix, ça correspond vraiment à ce chaos qui règne aux États-Unis, hein, à cette violence. On entend vraiment dans ce son de guitare, on a l'impression d'entendre des explosions de Absolument. napalm hein, dans cette Le guitare. célèbre Woodstock qui avec ces rives d'avion, là, vous savez, les bombardements d'avion. à Ouais, Woodstock. absolument. Donc voilà, Jimi Hendrix, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le son des années 60. Le son à la fois de cette violence que traverse, que vit la jeunesse, même en France, mai 68, voilà, toutes ces revendications. Alors il a travaillé, il a joué, il a travaillé aussi beaucoup en Europe, même d'ailleurs en France aussi. Et là encore, c'est la drogue qui va le tuer, quoi. Ouais, bah les c'est- excès, la drogue. Voilà, tout ça. mais c'est quelqu'un qui est pratiquement sur la route depuis l'adolescence, hein. Il commence très jeune à jouer de la guitare, à accompagner des gens, même Little Richard à une époque. Et il a toujours connu que ça, hein, la vie sur la route et avec tous ses à côté. En plus de ça, il y a des gens qui sont plus ou moins réceptifs Oui. aux à côté, et lui était particulièrement réceptif Absolument. à toutes les expériences hallucinogènes qu'on pouvait lui proposer, surtout qu'il va arriver à Londres au début des années 60, où son succès va d'abord commencer par Londres. Et Londres, à l'époque, c'est presque la capitale mondiale du LSD avec San Francisco. Et c'est vrai que tout a commencé, bon, pour beaucoup d'ailleurs, dans Hendrix, ça a commencé, on ne sait peut-être pas assez, mais en Europe, donc en Angleterre, et non pas aux États-Unis, parce qu'il a eu du succès après Ouais. aux États-Unis. Alors, je pense qu'il nous reste que quelques minutes, donc on va terminer. J'aurais bien voulu parler de Dave Alexander des Stooges, de plein d'autres artistes, mais cher ami Pierre Mikhailov, l'idéal, c'est quand même que vous, que vous puissiez vendre ce livre. On est là pour ça. On est là pour ça. Hein. Et puis, comme je ne vais pas donner le titre du livre, c'est le club de quoi ? Ben, moi, je vais vous proposer de jouer avec nous. Et si vous voulez gagner un bon d'achat de 100 € chez Spartoo.com, vous m'envoyez un email, williamzarbib@gmail.com, et vous me dites quel est le titre de ce livre, le club des. Oui, je vous donne une partie du. Donc, le club des quoi ? Vous me donnez, il y a un chiffre après. Vous m'envoyez la réponse par mail. Le premier qui m'aura répondu la réponse exacte aura gagné ce bon de 100 € de Spartoo.com. On va terminer avec le dernier de la liste des 6 plus connus. C'est Jim Morrison. Alors lui, il est resté en France à la fin. Hein. Et peut-être 2 mots avant d'envoyer la chanson, peut-être. Ouais, alors Jim Morrison, bon, on va pas revenir sur la carrière des Doors, hein, mais Non. on peut peut-être s'arrêter effectivement sur ces derniers jours, parce qu'à l'époque, il a quasiment quitté les Doors, hein. Il a mis de côté sa carrière musicale, il a envie d'être un poète et d'être reconnu comme un poète, un écrivain à part entière. Et il passe les derniers mois de sa vie en France. Il va faire un petit séjour aussi en Corse, mais il découvre Paris et en fait, il a l'air de se sentir très bien dans cette nouvelle vie parisienne. Il traîne beaucoup dans un club qui s'appelle le Rock and Roll Circus. Absolument. Cher à Marc Tobali. Voilà. Marc, si tu nous écoutes, tu vas te souvenir peut-être même de la copine de Monsieur Jim Morrison, mais c'est une autre histoire. Absolument. C'est une autre Cela histoire. ne nous regarde pas. Voilà, donc il traîne beaucoup dans ce club et alors, suivant certaines rumeurs, il serait même mort dans ce club. Absolument. Et aurait été extrait par une sortie dérobée et Absolument. ramené C'est ce qu'on- rue Beautreillis, où il avait un petit appartement qu'il louait avec Pamela Courson. Avec Pamela Courson. Et on ne saura jamais vraiment tout. Agnès Varda aussi, ça connaissait une partie de l'histoire. Enfin voilà, c'est une fin très, très mystérieuse et très, très triste. Aux États-Unis, on apprendra sa mort avec un décalage, parce qu'à l'époque, les nouvelles mettent du temps à circuler. Il n'y avait pas Internet. encore. Voilà, et cette espèce de star mondiale est enterrée pratiquement dans l'anonymat. Il y a 3 ou 4 personnes qui ont fait le déplacement. Et il est enterré à Paris, au Père-Lachaise. Avec toute la dévotion qu'on connaît, avec tous les groupistes qui viennent. Ouais, Oui. alors ce qui est drôle, c'est que... Enfin, drôle, c'est peut-être pas le mot, mais c'est que son corps, depuis, a été rapatrié aux États-Unis. Ah bon, il n'y a plus rien. Par sa famille, et que des tas de gens continuent à se recueillir Ah, sur il est une plus tombe qui là-bas. est vide. Ne le dites pas, parce qu'il ne va plus y avoir personne. Enfin, si vous voulez d'ailleurs. Eh bien, écoutez, on va terminer cette émission. Merci Pierre Mikhailov de venir jusqu'à nous pour C'est un plaisir, William Zerbib. ce livre. Je voudrais quand même rappeler, avant de vous dire au revoir,
que cette superbe fresque que l'on trouve à Tel Aviv, une fresque de Jonathan Kislev, avec les 6 plus Basquiat, une superbe artiste de street art. Si vous êtes à Tel Aviv, cherchez-la. Je crois qu'elle est du côté de Florentine. On va terminer donc avec le titre des Doors, Jim Morrison, que j'aime beaucoup, c'est Love Me Two Times. Salut à tous. Merci Pierre Mikhailov. Merci William Zerbib. À bientôt. À bientôt. Love me 2 times, babe. Love me twice today. Love me 2 times, baby. I'm gone away. Love me 2 times, yeah. One for tomorrow, one just for today. Love me 2 times, I'm gone away. Love me 1 time, babe. Could not speak. 1 time, baby. Yeah, my knees got weak. But love me 2 times, yeah. Last me all through the week. Love me 2 times, I'm gone away. Love me 2 times, I'm gone away. Love me 1 time, babe. I could not speak.